La période est-elle favorable pour se lancer? Quels sont les freins? Quelles sont les opportunités? Conseils pratiques, opportunités, conditions d'emprunt, on vous dit tout dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux experts sur le plateau de Figaro Immo pour analyser l'activité des marchés de l'immobilier, mais aussi parler des conditions d'emprunt, parler des perspectives de la politique du logement. Brice Cardi, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau L'Adresse, Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole de Vous Financer. Alors peut-être en introduction à tous les deux et pour avoir un peu votre état d'esprit, entre les tensions internationales, tensions politiques et puis les envies quand même d'acheter, comment vous pourriez qualifier cette période, Brice ? On a sondé les associés du réseau L'Adresse et 2/3 d'entre eux ont répondu que le marché était en dents de scie, avec malgré tout un bon premier trimestre. Et puis malheureusement, la guerre au Moyen-Orient est arrivée et ça a un petit peu compliqué les choses. Et puis cette guerre qui devait durer quelques jours se traîne un petit peu avec tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'inflation, le gros problème qu'on a aujourd'hui avec le carburant qui pose beaucoup de problèmes à certains clients qui sont sur des régions où il faut se déplacer. Bref, un marché un peu compliqué mais qui reste somme toute équivalent à celui qu'on a connu l'an dernier à la même période. Bon, Sandrine. Alors moi je dirais entre attentisme et volontarisme. C'est-à-dire qu'il y a cette envie d'acheter de la part des acheteurs et il y a cette envie de prêter de la part des banques. Mais voilà ce contexte qui pèse sur les intentions et qui crée cet attentisme, mais avec évidemment quand même des solutions. Bon, on va l'évoquer évidemment ensemble. Alors Brice, les retours terrain. Le marché de l'immobilier ancien, comment se porte-t-il actuellement ? En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à distinguer le sujet entre ceux qui veulent acheter et ceux qui peuvent acheter. Avec toujours l'effet yo-yo, en rappelant que parfois, un indicateur d'augmentation de 0,5 points sur les taux, ça peut malheureusement faire partir du marché les acquéreurs. Et ça, en effet, les consultants, il y a vraiment l'effet de dire parfois un bien sonne, on rentre un bien, on a le sentiment que ce bien va susciter un intérêt important avec une vingtaine d'appels attendus, et puis finalement, parfois, le téléphone ne sonne pas du tout. Et parfois, quand il sonne, c'est avec 2 ou 3 acquéreurs. Donc, véritablement, la vraie difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est d'analyser un marché qui varie, que ce soit les différents effets d'annonce qu'on peut avoir au niveau de nos gouvernants, même si on le verra après, je pense, les nouvelles sont plutôt bonnes. Faut-il encore qu'elles soient approuvées ? Non, véritablement, on le dit souvent, et on a de la chance d'avoir Sandrine à nos côtés. Moi, je dis souvent que ce sont les banques qui font la pluie et le beau temps du marché. Et véritablement, je le dis même aux consultants du réseau L'Adresse, veillez bien quand un client s'intéresse à un bien et qu'au niveau de son offre, malheureusement, on n'y est pas. Faites le distinguo entre je ne veux pas monter ou je ne peux pas monter. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est 80% d'entre eux qui ne peuvent pas monter. Donc, véritablement, la vraie difficulté, c'est d'aligner les planètes avec ici et là, avec un marché, et j'ai été le premier, et je l'assume, à avoir annoncé que le marché avait repris, en effet, quelques couleurs. Rappelons que 2025 a été nettement meilleur que 2024, mais avec toujours le piège de confondre un marché qui reprend des couleurs avec un certain dynamisme au niveau des volumes, mais pas forcément une augmentation des prix, et puis toujours la difficulté de comparer des choses avec des périodes comparables. Et en ce qui concerne l'offre et la demande, où en est-on alors ? Alors, ça se traduit par moins d'acquéreurs, pour les effets et les raisons que je vous ai donnés. En revanche, la bonne nouvelle, c'est pour ça que je garde un discours extrêmement optimiste, on a plus de biens à proposer. Mais également, une tendance qu'on a observée dans le réseau L'Adresse, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a entre 80 et 90% d'acquéreurs qui s'intéressent finalement à seulement 10 à 20% du stock des biens à vendre. D'accord. Donc ça, c'est une véritable analyse et qui crée justement beaucoup d'insatisfaction, notamment auprès des vendeurs qui pensent avoir fait l'effort consenti et malheureusement, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas encore. Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Des biens qui sont généralement inférieurs à 300 000 euros. Alors, en rappelant en plus que le prix médian aujourd'hui en France est à 300 000 euros, clairement, les biens qui sont chers partent beaucoup moins vite, d'où l'importance de respecter l'estimation de départ et de ne pas prendre le risque, même si on est souvent tenté quand on est propriétaire, de tenter sa chance à vouloir mieux vendre son bien. Donc clairement, ce sont les biens dont les prix sont inférieurs à 300 000. Les villes dont le prix est inférieur à 3 000 euros le mètre carré. Donc ça prive beaucoup de grandes agglomérations. Voilà, donc en gros, et puis des biens parfaitement en bon état. Je m'y perdais un peu. La tendance qu'on a connue il y a une dizaine d'années où on avait envie de tout démolir et tout refaire à son goût, ça clairement, c'est complètement révolu. Aujourd'hui, au contraire, on veut tout l'inverse. On veut un bien qui est prêt à habiter, voire même prêt et même presque logé, pas logé, meublé. Les travaux aujourd'hui inquiètent. Je parle même pas de travaux
travaux d'amélioration de performance énergétique. Trouver un artisan RGE, PRGE, c'est le parcours du combattant. Donc un bien qui est pas au prix, qui n'est pas forcément bien placé et surtout dont il y a des travaux à réaliser, celui-ci, franchement, il a peu de chances aujourd'hui de trouver un acquéreur. Et peut rester longtemps sur le marché. Quels sont les secteurs, Brice, où la dynamique est en marche? Secteur géographique, peut-être? Alors, il y a une variante, c'est-à-dire qu'en effet, on a eu la chance, il y avait un an, de revoir les grandes agglomérations revenir pour tout l'inverse de ce que je viens de vous raconter, parce que les banques avaient revu les conditions d'octroi, elles étaient un petit peu moins gourmandes au niveau de l'apport, qui condamnait beaucoup, en effet, le prix là où, enfin, les régions où le prix de l'immobilier est cher. Donc, à l'inverse, les secteurs toujours le même, le littoral français. Donc là, clairement, ça bouge pas, il y a toujours de la ça bouge pas, avec bien évidemment des profils qui sont extrêmement différents entre l'Occitanie, PACA, la côte aquitaine. Un secteur qui plaît beaucoup, et en plus je dis ça parce qu'on est très bien représenté, parce qu'on a une trentaine d'agences là-bas, c'est la Vendée. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve la mer, on y trouve un superbe coucher de soleil et que les prix sont extrêmement abordables, donc le littoral. Et puis après, les villes que je vous ai évoquées, c'est-à-dire des villes où il fait bon vivre avec un prix de l'immobilier qui est inférieur à 3 000 €. On a plein d'exemples, Narbonne, Angers, Carcassonne, bon bref. Quand vous pouvez avoir tous les avantages au niveau transport, se sentir bien dans sa ville et que vous êtes sur un prix qui est extrêmement abordable, généralement, si vous respectez le prix conseillé par le professionnel immobilier, généralement, vous trouvez rapidement un acquéreur. Marge de négociation, où en est-on à peu près, pour avoir une idée? Ce qui est certain, c'est que alors c'est là ici qu'il y a peut-être une tendance, un constat assez important. Comme vous le savez, là reste une coopérative, donc moi j'ai double casquette. J'ai la chance d'avoir une dizaine de cabinets sur des secteurs extrêmement disparates entre Île-de-France, Paris, Évreux, Toulouse, bref. On a deux choses. On a le bien qui se vend généralement assez bien, assez vite, avec une variable qui va généralement être inférieure à 5%. Et celui-ci, on va dire que c'est un bien qui est un peu neuf, alors quand je dis qu'un neuf, façon de parler, mais qui vient d'arriver sur le marché et qui a respecté justement ce que je disais préalablement, c'est-à-dire le prix conseillé par le professionnel. Et puis, et ça c'est assez nouveau, notamment du côté d'Évreux, on a eu deux biens qui se sont vendus, qui étaient à vendre depuis plus d'un an, avec toujours le même constat. Une maturité certainement du côté du projet du vendeur, avec une baisse de prix en deux temps. D'abord, une première baisse de prix à 10%. Et ça, c'est important que les vendeurs qui m'entendent... c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais enfin, un bien qui n'est pas vendu et qui est à vendre depuis un an, clairement, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, il faut vraiment réagir. Pas au bon prix au départ. Exactement, pas au bon prix. Eh bien, en double étape, d'abord une baisse de 10% pour susciter un nouvel attrait avec des nouveaux acquéreurs sur le marché, et pour un des deux, à nouveau une seconde baisse, encore de 5%, ce qui fait pour un des deux, 15% de baisse. D'accord. Le marché locatif, toujours en panne? Toujours en panne, avec quelques endroits qui se sont arrangés. Par exemple, à Angers, pareil, on est très bien représenté avec une vingtaine d'agences. On a eu une rentrée de septembre 2024 où on n'avait pas un seul 3 pièces à proposer à louer. En 2025, ça s'est beaucoup détendu, notamment par le marché qui est un petit peu reparti. Dès le moment où les primo-accédants, et on félicite, et on se félicite, on est très heureux de voir leur retour. Dès le moment où vous avez des primo-accédants, pour la plupart locataires qui libèrent des logements. Donc clairement, c'est tendu. Surtout sur certains types de logements, notamment les petites surfaces, et dans les villes où on a du mal pour être primo-actif ou étudiant, Paris pour ne pas le nommer, et d'autres. Mais sur des logements familiaux, ça va un petit peu mieux que l'an dernier. D'accord. Un mot du DPE. Toujours regardé à la loupe, toujours... Moins regardé. D'accord. Moins regardé, pareil, comme quoi l'espèce humaine a tendance à rapidement s'adapter, quelque chose qui était une priorité, qui était quelque chose d'anxiogène pour pouvoir projeter, et parfois même c'était carrément un repoussoir. Hein. On sait, on le disait assez souvent, qu'on avait parfois des baisses jusqu'à 20-25% sur les biens qui malheureusement avaient une mauvaise lettre, même certains biens qui étaient absolument boudés par des acquéreurs. Aujourd'hui, très franchement, il y a moins de blocage. Notamment beaucoup avec les annonces qui ont été proposées. Déjà, la requalification par rapport aux qualifications de chauffage électrique, qui fait quand même il y a 600 000 logements qui sont revenus. Et puis, en effet, cette annonce tant attendue, en espérant que le Parlement aura raison de bien voter cette loi, qui va permettre, en effet, de décaler le calendrier. Donc, clairement... Avec les propriétaires qui s'engageraient à faire des travaux. Et donc 3 ans ou 5 ans, exactement. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est regardé, mais beaucoup moins qu'avant. En revanche, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, il y a le DPE collectif aujourd'hui, qui est un sujet qui mérite d'être soulevé, parce que il y a une sorte d'un peu d'incompréhension en fonction de comment se situe l'immeuble. Est-ce qu'il est un bon élève avec le PPPT qui a été voté, donc le plan pluriannuel de travaux ou pas? Et c'est là qu'il y a ça mériterait même un débat entre professionnels de syndic de la copropriété pour voir quel est leur sentiment. Bon, ça on le fera. Engagement et prix. Conditions d'emprunt très important, et Brice le soulignait.
Où en est-on, Sandrine, déjà sur la production de crédit ? Alors sur la production de crédit, elle est très bien repartie sur le début de l'année 2026. Je dis repartie parce que l'année 2025 avait été excellente avec 35% de production de crédit en plus. Eh bien cette tendance s'est poursuivie au moins sur les 3 premiers mois de l'année avec 3 mois de progression encore de production de crédit d'après les sources Banque de France. Et chez Vous Financez, sur les 4 premiers mois de l'année, il y a presque 20% de crédit en plus que l'année dernière qui avait été pourtant une très bonne année. Donc ça montre le volontarisme des banques, leur volonté de prêter et des acheteurs aussi au rendez-vous. Donc finalement, ces craintes qu'on avait en ce début d'année d'une remontée des taux qui aurait pu casser la dynamique de marché, pour l'instant, on ne l'a pas vu arriver. Alors, depuis le mois de mai, c'est plus calme. Là, on a vraiment eu un mois de mai plus calme à cause des ponts, notamment, et des gens qui se sont un peu détournés de leurs projets, et beaucoup de banquiers en vacances aussi, il faut bien le dire. Donc voilà, sur le mois de mai, on a eu plutôt une tendance à la stabilité, mais vraiment, on reste sur une année dynamique, ce qui n'est pas étonnant puisque les banques avaient pour objectif de faire davantage de crédits en 2026 qu'en 2025. Taux d'intérêt, où en est-on concrètement ? Justement, c'est lié, c'est que cette volonté des banques de prêter les a conduits finalement à limiter les hausses des taux. Donc finalement, sur le début de l'année, on est peut-être sur une hausse entre 0,20 et 0,30. C'est très limité, globalement, avec encore des possibilités de décote. C'est-à-dire que sur les bons profils, on peut encore emprunter entre 3 et 3,2%. 3,2%, c'est la moyenne, à peu près. Oui. Non, sur les très bons profils, on peut emprunter entre 3 et 3,2 sur 20 ou 25 ans, ce qui est très bas sur longue période. Et sinon, en moyenne, on est à 3,15% sur 3,30% sur 15 ans, 3,5% sur 20 ans et 3,65% sur 25 ans. Et si on regarde dans le rétroviseur par rapport à l'année dernière, au même moment, où en est-on sur justement cette évolution des taux d'intérêt ? De 0,20, 0,30. Donc la hausse infime. Est très limitée. Il faut savoir que quand un taux augmente de 0,10, c'est seulement quelques dizaines d'euros de plus sur le crédit. Donc c'est finalement assez peu sensible pour les emprunteurs. En tout cas, on voit bien que ça n'a pas cassé la dynamique de la demande. On entend dire aussi de faire attention, non pas sur les taux d'intérêt aussi, mais sur le taux d'usure qui risque de bloquer certains candidats emprunteurs. Oui, vous confirmez ? En cette situation de hausse des taux, il y a toujours cette crainte que les taux d'usure, qui sont, on le rappelle, les taux plafonds officiels, donc c'est les taux au-delà desquels les banques n'ont pas le droit de prêter, eh bien ces taux d'usure avaient posé des gros problèmes en 2022-2023 parce qu'on avait eu une hausse des taux beaucoup plus rapide. Eh bien là, voilà, on recommence à avoir quelques profils bloqués, mais notamment des plus de 60 ans, parce que l'assurance de prêt coûte plus cher, et sur des durées plus courtes, parce que mécaniquement, les frais pèsent plus lourd. Mais pour l'instant, voilà, on ne veut pas trop tirer la sonnette d'alarme, puisque voilà, on est quand même encore dans un marché dynamique, et seulement quelques cas de blocage de taux d'usure sur lesquels on arrive à trouver quand même des solutions, notamment en baissant le coût de l'assurance. Profil d'emprunteur chez Vous Financez ? Alors, des jeunes, mais qui vieillissent quand même un peu. On est en moyenne à 37,5 ans. Il y a 5 ans, on était qu'à 33 ans en moyenne. Donc, on voit qu'il y a plus de maturité. C'est aussi lié au marché de l'emploi. Le fait qu'on soit en CDD plus tardivement. Des revenus annuels à 70 000 euros à 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'apport a beaucoup augmenté. On est aujourd'hui à 55 000 euros d'apport en moyenne, donc c'est 18% de taux d'apport, avec un taux d'endettement qui reste lui aussi en dessous des 33% d'endettement qu'on a en tête. Donc voilà, des gens qui ont des projets plutôt raisonnables, avec de l'apport, sur des durées qui s'allongent aussi, pour compenser la hausse des taux. Donc là, on est maintenant sur plus de 21 ans, donc là aussi ça a progressé. Mais voilà, on voit que finalement le marché s'adapte à ces légères hausses de taux pour ne pas être pénalisé. Les prochaines échéances, il va y avoir notamment la BCE, la Banque Centrale Européenne, aussi des risques d'augmentation de taux et après une conséquence pour les particuliers ou pas ? Oui, alors Sandrine, c'est le risque là. On est un petit peu dans un contexte pas simple, puisqu'on a des banques qui à la fois veulent prêter, donc ils veulent limiter la hausse des taux, qui veulent prêter à leur cible de clientèle, c'est-à-dire les primo-accédants, les beaux revenus, mais également les secondo-accédants qui veulent acheter plus grand et qui reviennent aussi sur le marché. Et d'un autre côté, des conditions de refinancement qui se tendent, avec un OAT qui a encore quelques jours dépassé les 4%, avec la BCE qui devrait augmenter ses taux mi-juin pour lutter contre l'inflation qui dépasse 3%. De quel ordre à peu près ? Ça devrait être un quart de point.
D'accord. Donc ça aussi, les banques vont devoir le répercuter, peut-être plus faiblement, mais c'est vrai qu'on se dirige plus vers une hausse des taux qu'une baisse. Alors pour ça, les banques ont des stratégies, mettre en place des prêts aidés, des prêts d'appel, parce qu'on est dans un secteur très concurrentiel, il y a moins d'emprunteurs, on l'a dit, sauf qu'elles veulent prêter plus. Et on est toujours dans le printemps de l'immobilier. On est toujours dans le printemps de l'immobilier, et ces banques qui se battent un peu entre elles pour réaliser leurs objectifs, à coup de crédit à 0,99% pour les primos, 2,50 pour tous les emprunteurs. Toutes les banques font ça, lesquelles alors? La plupart, essentiellement des banques mutualistes, D'accord. mais on a aussi des grandes banques nationales qui font des taux spéciaux primo-accédants. Donc c'est leur moyen de venir compenser un peu la hausse des taux qu'elles sont obligées d'appliquer malheureusement compte tenu de l'évolution des conditions de refinancement. Ça, c'est l'un des éléments clés, notamment, bien sûr, la solvabilité. Qui peut acheter? Comment, Brice? Et c'est pour ça que, justement, qui peut acheter, j'aimerais rebondir sur tout ce qu'a dit Sandrine, qui est extrêmement intéressant. Sandrine disait, en effet, l'augmentation de 0,20 points, c'est finalement qu'une dizaine d'euros, parfois même moins. Vu cet angle-là, il est vrai que ce n'est pas un frein. Maintenant, il est important de rappeler que dès le moment où les taux montent finalement... la poche, on change de poche, c'est-à-dire que là où la poche c'était celle du vendeur, finalement l'argent in fine au niveau du crédit sur 20 ou 25 ans, finalement la différence va dans la poche du banquier. Mais la chose qui est la plus importante à rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'une augmentation de 0,20, 0,25 points sur un prêt à 200 000 euros, c'est souvent derrière la nécessité de gagner 4 800 euros net par mois versus 4 500. Et on est aujourd'hui dans un contexte au niveau de l'emploi, 80% aujourd'hui des emplois, ce sont des CDD. Très franchement, je ne connais pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur des postes de permanents ou de sédentaires qui augmentent. Donc c'est juste là de dire, tout à l'heure quand je vous expliquais la notion de vouloir, de pouvoir, la notion de on a beaucoup d'appels et puis après on n'a pas beaucoup d'appels, en fonction justement de l'accompagnant que vont avoir certains de nos clients, est-ce qu'ils ont justement la bonne banque pour les accompagner? Et d'où l'intérêt de s'adosser à des courtiers qui vont, eux, aller sonder différentes banques. Vous pouvez véritablement vous retrouver à être capable d'acheter un bien au mois de mars et de ne plus avoir la capacité de le faire au mois d'avril ou au mois de mai. C'est ça qu'il faut vraiment rappeler. C'est-à-dire que véritablement, l'indicateur, c'est pas seulement 10 ou 15 euros ou 6 euros de plus par mois. Vous temporisez un peu ce que dit Sandrine. Exactement. Vous êtes dans le marché ou vous sortez du marché. Et c'est ça qui est très compliqué à suivre pour nos consultants, pour nos clients et surtout pour nos vendeurs. Vous le sentez, ça, cette fragilité aussi? Oui, en fait, c'est que certains ont tendance à attendre des jours meilleurs. Mais ce que veut dire Brice, c'est que la situation ne sera pas meilleure dans quelques mois. Au contraire, en période de hausse des taux... Il y a des dégâts quand même, un petit peu. Il y a des gens qui sont exclus aussi. En période de hausse des taux, on va avoir mécaniquement une capacité d'emprunt qui va baisser et du coup des gens qui pourront plus se positionner sur les mêmes biens. Donc aujourd'hui on a un attentisme, mais on considère au contraire que attendre n'est pas la bonne solution puisque la situation risque d'être moins favorable en fin d'année. Là, les banques veulent plutôt faire leurs objectifs sur le début de l'année, même si on a un OAT qui est volatile, il reste quand même là aux alentours de 3,6%. Et aujourd'hui, bien malin, qui pourra prédire quelle sera la situation au mois de septembre. Pas de taux à 4% d'ici 3 à 4 mois. Non, certains avaient fait ces pronostics-là, mais non, du fait de la concurrence interbancaire, non, les taux à 4%, je ne les vois pas. Ce serait pour les banques se tirer une balle dans le pied, et je pense que ce n'est pas du tout leur intention. Non, je rebondis... Je rebondis sur la notion justement d'optimisme et la notion de ne pas attendre, et qu'attendre n'est pas le bon choix, en disant qu'aujourd'hui, dans les indications qu'on a, un client sur deux, un acquéreur sur deux aujourd'hui, c'est un primo-accédant. Généralement, même si le temps passe, plus jeune que certains autres. Et l'optimisme, c'est certain, c'est qu'aujourd'hui, ces primos sont convaincus que demain ne sera pas meilleur. Ouais. Et ils sont aidés avec le prêt à taux zéro, avec beaucoup d'aides de collectivité. Oui. Donc cette notion de se dire ce qui est pris n'est plus à prendre, et en gros, aujourd'hui, je peux acquérir un bien, j'ai du choix, je le dis. La période est excellente pour les acquéreurs. On a aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que dans les années ultra dynamiques qu'on a connues, maintenant quelques années, 3-4 ans, on se plaignait de ne pas avoir de biens à proposer, on se plaignait de ne même pas avoir le temps de les visiter, qu'ils étaient déjà vendus. Aujourd'hui, on a du choix, on a la capacité justement de pouvoir prendre son temps, parfois pour nous professionnels trop de temps, mais du temps pour pouvoir justement faire venir des experts pour pouvoir garantir que les travaux sont réalisables ou pas, etc. Véritablement, c'est quelque chose qui me semble être très très bon aujourd'hui pour quelqu'un qui veut franchir le cap d'être propriétaire. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de fluidifier le marché, l'activité ?
le retour des investisseurs. Oui. Et c'est là-dessus que pour l'instant, on n'est pas optimiste et qu'on espère que ce sera mieux après, puisqu'il va y avoir des assouplissements, notamment du dispositif Jeanbrun. Voilà, aujourd'hui, il est capital de faire revenir les investisseurs. C'est moins de 10% des emprunteurs chez vous financés, alors qu'à un moment, ça atteignait 20% quand on avait des dispositifs Pinel, Cellier, etc. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce marché locatif qui reste en panne. Et il y a vraiment aussi un problème de rotation des biens. Donc de rotation des biens avec des locataires qui ne deviennent pas primo-accédants, mais également des primo-accédants qui voudraient acheter plus grand, mais qui ne veulent pas lâcher un crédit à 1%, et on peut les comprendre, ou qui avaient acheté cher en période post-Covid. Donc voilà, il y a quand même ce manque de rotation des biens, et des mesures comme par exemple le prêt à taux zéro familial, qui est débattu en cette période, pourrait permettre, en donnant un prêt à taux zéro de 100 000 euros, à justement des primo-accédants, des familles qui s'agrandissent, de pouvoir libérer des plus petits biens pour acheter plus grand. Brice, justement, pour fluidifier le marché ou en matière de politique du logement, comment vous voyez les choses ? Plus de clarté, plus de simplicité, plus de stabilité. Après, des notes positives. En effet, je rebondis sur ce qu'a dit Sandrine. Ceux qui sont aux abonnés absents, les investisseurs, sur un marché équilibré, généralement, on est à 30% d'investisseurs aujourd'hui dans le réseau. On mesure des chiffres qui sont à peine à 15%. Donc, ils nous en manquent de moitié, alors. De moitié. Donc, il manque beaucoup de monde au portillon. Clairement... ce qui est positif aujourd'hui, c'est que le ministre Vincent Jeanbrun, pour ne pas le nommer, a quand même su reprendre tout le travail de certains députés, et Valérie Létard, qui a fait un excellent travail. On est encore dans l'effet d'annonce, avec, selon nous, certaines sources, l'idée que le Parlement semble soutenir les propositions, et elles sont nombreuses. Et puis on reparle du logement, on a remis le logement au centre des enjeux, c'est important, alors qu'avant on n'en parlait quasiment pas. On est complètement d'accord. Après... Tout à l'heure, Sandrine disait bien malin celui qui pourra. Très franchement, je pense que réellement, ça va se dénouer après les élections. C'est-à-dire que 2027. Je parle des investisseurs. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors à part si, mais de toute façon, les décisions ne seront pas prises avant la fin de l'année, en espérant qu'elles le soient. Il y a le projet de loi logement qui devrait peut-être être en septembre prochain. Voilà, voilà. Après, bref, on ne rentre pas dans les complications législatives, mais bon, toujours est-il qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et qui vont extrêmement dans le bon sens. Tout à l'heure, on parlait du Jeanbrun. Dans la première lecture, les maisons n'étaient pas concernées, c'était une erreur. Et dans l'ancien aussi. Exactement, donc les maisons, elles sont remises. On était à 30% par rapport aux travaux, on est descendu à 20%, on était au niveau d'étiquettes qui n'étaient absolument pas réalisables. Aujourd'hui, elles le sont. C'est du bon sens. On a le sentiment que le bon sens est là. Après, faut-il voir, parce que par exemple, les premiers dispositifs qui ont été mis en place dans le neuf, aujourd'hui, il y a un élan, il y a un effet d'annonce, mais on ne peut pas dire que les résultats soient quand même ceux qui étaient attendus par la profession et par la branche de construction. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a de belles choses à expliquer, parce que c'est pas simple, il faut s'y retrouver, d'où le problème de stabilité. On va pas rebondir sur le DPE. Enfin, le DPE, entre le moment où il était là, il n'est pas le mode de calcul. On n'y est pas. Très franchement, même stop and go, oui. Voilà, même en tant que professionnel, franchement, parfois, on s'arrache les cheveux. Donc là, on a besoin de stabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait besoin d'être entendu. On l'est. Besoin d'avoir des choses qui vont dans le bon sens, ça a l'air d'être le cas. Ce qu'on souhaiterait juste, c'est que si ça va jusqu'au bout, c'est que ça puisse être suffisamment stable pour qu'on puisse avoir au moins le temps de l'expliquer à nos clients pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a que les investisseurs, aujourd'hui, on va dire, qui font que le marché n'est pas aussi bon que celui qu'on aimerait avoir. Avec également une note positive, c'est qu'à défaut de ne pas avoir le nombre, on a un profil d'investisseurs qui est assez surprenant et qui montre que malgré toutes les périodes qu'on traverse, la technologie, la crypto-monnaie, l'IA, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut entendre dès le moment où on ouvre nos écrans, ce sont des jeunes aujourd'hui qui investissent. Vous voyez, il y a quand même un signal qui est très positif. C'est tout à l'heure, on parlait d'attentisme. Et ceux qui ne veulent pas attendre, ce sont les jeunes, les primos. Et les investisseurs aujourd'hui, on a des profils, les tanguistes, pour ceux qui ont la référence, qui sont encore chez leurs parents et qui ne sont pas propriétaires forcément, mais qui ont décidé de ne pas attendre et d'acheter un logement en investissement locatif. On a le profil des nomades qui se sont pas accélérés avec l'effet post-confinement. Aujourd'hui, on a des gens qui ne savent pas où ils veulent habiter. Donc finalement, c'est souvent le bon pote qui va lui dire, tiens, j'ai acheté un appartement, il y en a un autre avant d'à côté, est-ce que tu y vas ? Donc on a des gens qui sont pas propriétaires, qui sont locataires et qui investissent dans le logement. Donc de savoir, nous professionnels, qu'on a aujourd'hui, que ça soit en RP ou en investissement, les jeunes qui finalement nous confirment que d'avoir au-dessus d'un toit, au-dessus de la tête, c'est bon et que ça reste une valeur refuge, c'est extrêmement rassurant pour l'avenir. Et c'est encourageant. On passe aux conseils pratiques. Peut-être Sandrine, justement, pour ceux qui souhaitent emprunter aujourd'hui, les bons conseils.
Alors, soigner son dossier, puisque on l'a vu, il y a quand même des écarts de taux importants et meilleur sera le dossier, meilleur sera le taux. Donc, il faut vraiment faire attention avec, si possible, 10% d'apport. Mais il y a quand même une tolérance. Aujourd'hui, on peut emprunter avec 5%, notamment si on est jeune, avec un profil évolutif. Là-dessus, voilà, les banques sont moins regardantes si on peut prouver une gestion des comptes saine. Donc, attention évidemment aux découvertes bancaires. Bon, les banques ne sont pas fans non plus des gens qui ont des comptes dans les banques en ligne, puisqu'il ne faut pas oublier que la banque vous fera un bon taux si elle sait qu'elle peut récupérer la relation bancaire et qu'elle peut vous procurer des livrets d'épargne, etc. Donc, montrer patte blanche auprès de son banquier et puis bien mettre en concurrence les banques ou aller voir un courtier, parce que vraiment, pour un même profil, on peut avoir des écarts à 0,60, 0,70. Ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Tout à fait, surtout en cette période de hausse de taux. Et grâce à des prêts aidés, comme on a parlé, des prêts à taux bonifiés, on peut gommer vraiment la hausse des taux et arriver dans l'ancien à des taux moyens sur les différentes lignes à moins de 3%. Et dans le neuf, là, on peut arriver à des taux à 1,5%. Vraiment, dans le neuf, il y a des très bonnes opportunités avec ce prêt à taux zéro. Donc, voilà, donc c'est le moment d'y aller. Il y a vraiment du potentiel pour l'instant, en tout cas. Très bien. Même question, Brice. Quelques conseils comme ça? Côté acquéreur, une fois de plus, 8 sur 10 d'entre eux vont passer par la case crédit. Je pense que Sandrine a largement posé le décor. Peut-être rajouter côté acquéreur de ne pas rentrer dans le piège de... Parce que c'est souvent parfois le premier choix qui est souvent le bon, mais on a tendance à vouloir se rassurer et en visiter d'autres. Et souvent, on le regrette, mais ça c'est un peu cliché, mais je le rappelle quand même. Côté vendeur, et c'est plutôt à ceux-là que j'ai envie de témoigner, c'est vraiment de leur dire, à passer par un professionnel, soyez à l'écoute. On rappelle on est engagé dans une obligation de résultat. On fait partie des rares métiers dans ce monde où on n'a pas une obligation de moyens, on est payé qu'au résultat. On n'a aucun intérêt à brader leur appartement, brader leurs biens. L'idée, en revanche, c'est comme une impression. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous mettez en vente votre bien. Si vous passez par un professionnel, écoutez-le, faites-lui confiance. Eh bien, on vous a écouté et on vous fait confiance. Merci à tous les deux. Brice Cardy du réseau L'Adresse. Merci Olivier, merci. Sandrine Alenier de Vous Financer, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.